Aujourd'hui, je vais te détailler la documentation React de la partie installation. Donc, on va voir toutes ces parties-là de la documentation. Donc, c'est parti. Tout d'abord, en fait, React a été conçu pour une adoption progressive. C'est-à-dire que même si ton site n'a pas du tout de React, tu peux petit à petit intégrer React dans chacune de tes pages. Tu peux aussi juste faire en sorte que React soit dans une seule de tes pages, par exemple. Mais ça, c'est comme tu le souhaites. À la base, React a été conçu pour une adoption progressive. C'est-à-dire que pour l'instant, si tu as un projet qui n'a pas du tout de React et qui est en pur HTML, JS par exemple, tu peux commencer par intégrer le React à une seule de tes pages. Et sinon, tu peux faire des applications 100% basées sur du React. Donc, on va voir comment démarrer avec comment installer React. Voici le plan que je vais suivre. Donc, comment commencer un nouveau projet React, comment ajouter React à un projet existant, comment configurer votre éditeur et comment installer les outils de développement React. Mais avant de commencer à rentrer dans les détails, je tiens juste à te dire que si en ce moment tu es perdu dans ton parcours pour React et tu sais pas trop si ce que tu codes c'est bien, et si tu sais pas trop si ton code est propre ou pas, et que justement tu es un petit peu perdu dans ton parcours, je propose une offre d'accompagnement personnalisé sur 30 jours. Si tu es intéressé, je te laisse cliquer sur le premier lien dans la description dès maintenant. Je te ferai un plan étape par étape pour que tu progresses le plus rapidement possible, mais aussi on fera un appel toutes les semaines pour savoir si tu codes correctement, donc je te coacherai en direct pendant 1 heure toutes les semaines. Et enfin, tu pourras me poser tes questions 24 heures sur 24 par message. Donc si tu es intéressé, clique sur le premier lien dans la description. Maintenant que cette parenthèse est finie, on va pouvoir passer à la suite. Donc dans la première section, installation du site, d'abord ils disent que on peut essayer React. Donc voici un exemple à quoi ça ressemble. Généralement, tu vas avoir une fonction app qui va retourner un composant, et ce composant, qui peut prendre des paramètres, c'est-à-dire des props, va retourner lui aussi des autres composants sous forme de JSX. Et là, le composant il contient bonjour avec le nom de la variable qui est passé en paramètre. Et la variable passée en paramètre contient la chaîne de caractères tout le monde, donc ça affiche bonjour tout le monde. Sur le site d'ailleurs de React, les exemples ils sont interactifs, c'est-à-dire que si tu modifies le texte, ça va modifier directement ce qui est affiché. Donc la section Essayer React sur votre machine contient une page HTML qu'ils ont créée pour que tu aies directement un exemple de React qui marche juste avec une page HTML, mais c'est pas ce qu'on va voir ici. Moi, je vais directement me rendre à la section démarrer un nouveau projet en React pour te montrer comment est-ce qu'on peut créer un nouveau projet React. Donc pour créer un nouveau projet en React, le site recommande d'utiliser des frameworks. En fait, les frameworks vont te permettre de faire des choses telles que la découpe du code, de la découpe du code plus facile, de la gestion des routes, du chargement de données et de la génération du code HTML. Et en fait, sans framework, donc c'est-à-dire en React pur, à un moment donné, tu vas être confronté à ces problématiques, et en fait, du coup, ça va te simplifier la tâche pour faire ce que tu veux dans ton application. Donc en commençant avec un framework, vous pouvez démarrer plus vite avec React et vous épargner ce qui revient à construire votre propre framework par la suite. Si t'as pas envie d'utiliser de framework, tu peux totalement utiliser React sans framework, mais comme tu peux le voir ici, en fait la documentation recommande très fortement l'utilisation d'un framework dans tous les cas. Et en fait, il y a plusieurs raisons à ça. C'est que tout d'abord, dans tous les cas, tu vas avoir besoin d'un gestionnaire de route. Et en fait, il y a plusieurs raisons à l'adoption d'un framework. À savoir que, en fait, au début, tu ne vas pas utiliser de gestionnaire de route ou de choses pour charger des données, donc de bibliothèques pour charger des données. Mais en fait, au fur et à mesure que ton application grossit, tu vas te rendre compte que tu as de plus en plus besoin justement d'un gestionnaire de route. En fait, c'est lié au fait que au fil du temps, ton bundle JavaScript va grandir parce que quand tu vas ajouter des fonctionnalités, le code JavaScript que tu vas produire va être de plus en plus gros parce que tu ajoutes de l'interactivité à ton site. Et à cause de ça, tu vas devoir découper le code pour chaque route individuellement. Donc c'est-à-dire que tu vas vouloir faire en sorte que ton code JavaScript soit séparé en petits paquets plutôt qu'en un seul gros paquet. Et le problème c'est que lorsque tes besoins en matière de chargement de données se complexifieront, en fait tu risqueras de rencontrer des cascades de chargement réseau, client-serveur, qui ralentiront considérablement ton application. En fait, tu vas te rendre compte que ton site va charger trop de JavaScript et en fait, ça fait que les petites bandes passantes, les faibles bandes passantes vont avoir des problèmes de chargement
Et pour régler ce problème, en fait, tu vas vouloir utiliser de la génération de HTML à partir de tes composants React. Et en fait, pour faire cela, tu vas devoir modifier ta configuration pour exécuter une partie du code sur les serveurs ou pendant le build. Mais le problème, c'est que ça peut s'avérer très délicat et très difficile à manier. Moi, je sais que personnellement, j'avais essayé de faire du React pur, et à un moment donné, je voulais justement modifier le bundling de mes fichiers, c'est-à-dire comment mes fichiers étaient séparés lors du build de l'application React. Et le problème, c'est que j'avais eu beaucoup de difficultés à faire ce bundling. Ces problèmes ne sont pas spécifiques à React, c'est pourquoi Svelte a SvelteKit, Vue a Nuxt, etc. etc. En fait, c'est un problème courant dans les bibliothèques JavaScript, et donc c'est pourquoi chacune de ces bibliothèques a généralement son propre framework pour gérer plus facilement tout ce qui est route et chargement des données. Donc pour résoudre ces problèmes par vous-même, il faudra intégrer votre bundler à votre gestionnaire de route et à votre bibliothèque de chargement de données. Il n'est pas difficile d'obtenir un premier jet, mais la création d'une appli qui se charge rapidement, même lorsqu'elle grandit fortement au fil du temps, est une affaire de subtilité. Donc ça va être de plus en plus compliqué de faire ce genre de choses lorsque ton application grandit. Vous voudrez envoyer le minimum de code applicatif, mais en un seul aller-retour client-serveur, en parallèle avec toutes les données requises pour la page. Vous souhaiterez probablement que la page soit interactive avant même que le code JavaScript ne soit exécuté, afin de prendre en charge l'amélioration progressive. Vous souhaiterez peut-être générer un dossier de fichiers HTML entièrement statique pour vos pages de marketing, qui pourront être hébergés n'importe où et fonctionneront même avec le JavaScript désactivé. Et en fait, la mise en place de ces possibilités, donc la mise en place de ces différentes fonctionnalités, ça demande beaucoup de travail, et le but des frameworks vont être de t'éviter à faire tout ce travail plus tard dans ton application, et donc te faire gagner beaucoup de temps. On va voir que les React Frameworks qui sont présentés sur cette page justement permettent de résoudre ces problèmes par défaut, sans forcément avoir besoin de passer énormément de temps à gérer tout ça, voire même pas du tout. En plus de ça, les frameworks ont souvent une grosse communauté dont tu peux demander de l'aide. Un autre avantage considérable que moi j'apprécie énormément des frameworks, c'est le fait que ça donne en fait une structure à ton code qui t'aide, toi et les autres, à conserver le contexte et tes compétences d'un projet à un autre. Moi, ça m'a surtout aidé par rapport à la structure de mes dossiers. En fait, moi j'utilise Next.js pour mes projets en React principalement, et Next.js fournit de base une architecture de dossiers qui te permettent en même temps de gérer les routes, et en fait cette architecture, moi, bah, je l'apprécie fortement. Inversement, avec votre propre système, il est plus facile de rester bloqué sur des dépendances obsolètes, et vous finirez essentiellement par créer votre propre framework. Donc en fait, c'est que au bout d'un moment, ton application React, elle grossira tellement que tu auras créé ton propre framework, mais le problème c'est que le framework sera maintenu par personne à part toi. Donc en fait, ne pas avoir de framework risque de te prendre beaucoup plus de temps qu'avoir un framework, et de te causer plein de problèmes plus tard. Donc il existe quelques frameworks qui sont reconnus et qui sont d'assez bonne qualité. C'est ce qu'on va voir dans cette section. Donc le premier framework est Next.js, donc moi c'est ce que j'utilise personnellement. Là ils ont... Alors Next.js a deux catégories, la catégorie des pages routeurs et la catégorie des app routeurs. Donc là il parle de la catégorie page routeur, mais il est très recommandé d'utiliser uniquement la deuxième catégorie, donc je vais skip cette section. Ensuite, le deuxième framework est Remix. Donc Remix, c'est un framework qui a aussi une gestion des routes imbriquées. Moi, je m'y connais pas personnellement en Remix, j'en ai jamais fait, je me suis jamais renseigné dessus. Mais c'est maintenu par Spotify, et, euh, et ça te permet de faire du React. Ensuite, il y a Gatsby. Donc Gatsby, lui non plus, je l'ai jamais utilisé, mais j'en ai déjà entendu parler. Et en fait, ça va être très utile pour faire des blogs, par exemple, parce qu'en fait, c'est un framework pour les sites web rapides à base de CMS. Donc en fait, tu vas créer dans un CMS ton blog, tu vas définir un fichier par exemple Markdown pour faire un blog, et Gatsby va se charger de générer tout ça pour avoir un site ultra rapide, donc statique par contre, qui te permet de faire ce genre de choses. Voilà, donc là, je crois que la principale différence avec les autres frameworks, c'est que Gatsby en fait te permet de faire uniquement des sites statiques. Donc en fait ton site sera très rapide, mais par contre tu auras très, très peu d'interactivité dedans. Ensuite il y a Expo. Donc Expo c'est pour les applications natives, donc sur Android ou sur iPhone.
Pareil, ça je vais pas en parler parce que je m'y connais pas du tout dans cette section, mais ils disent qu'avec ce framework, tu peux créer et publier des applications qui vont sur le Google Play et l'Apple Store. Et dans la section maintenant, dans la section Framework React expérimentaux, en fait, ils disent qu'ils sont en train de faire des fonctionnalités de pointe en React, telles que les composants serveurs React, mais que pour ça, en fait, ça demande beaucoup de temps d'adapter les frameworks à ça. Donc voilà la section pour le Next.js App Router. Donc comme je le disais juste avant, Next.js, tu peux faire du App Router ou du Page Router, mais il vaut mieux utiliser l'App Router. Donc en fait, le App Router, a été une refonte de Next.js. Donc en fait, ils ont changé plein de choses dans le framework. Et en fait, le but de ce framework a été principalement de charger des données dans les composants asynchrones qui s'exécutent sur le serveur ou pendant le build. Voilà, donc en résumé pour cette section, on a trois frameworks principaux, à savoir Next.js App Router, Expo pour les applications natives, ça je le mets à part, et Gatsby et Remix. Donc Remix, Gatsby et Next.js. Ah oui, du coup je l'ai pas dit, mais si tu veux créer une application React avec Next.js, tu dois faire npx create next app @latest et ça te créera un projet React avec le framework Next.js. Donc je vais te montrer directement à quoi ça ressemble de faire cette commande. Donc je me rends dans un dossier, dans un de mes dossiers, et je vais ouvrir VS Code et exécuter la commande juste ici, npx create next app @latest. Donc j'ouvre le terminal et j'exécute la commande npx create next app. Ça me demande d'installer tout ça, donc je fais oui. Comment est-ce que je vais appeler l'application? Je vais l'appeler test Next.js. Est-ce que je veux utiliser TypeScript? Je vais mettre oui. ESLint, oui. On va voir juste après ESLint et TypeScript pour que tu aies un peu plus de détails sur ça. Est-ce qu'on utilise un src directory, donc un dossier src? Je vais mettre non. Est-ce qu'on utilise le app router? Donc ça, voilà. Grâce à ça, tu choisis si tu veux utiliser le app router ou le page router. Moi, je vais mettre yes. Comme tu peux le voir, c'est recommandé. Donc, il vaut mieux mettre ce app router. J'ai pas besoin d'alias par défaut pour l'instant. Et donc là, comme tu peux le voir, ça m'a créé un dossier test Next.js qui contient toute la configuration de mon projet Next.js qui permet de faire du React du coup. Et le principe du app router est d'avoir un dossier app qui va contenir en fait tous tes composants et toute ton application. Voilà, donc en fait en faisant ça, tu as réussi à installer React avec le framework Next.js. Donc si je fais c'est des tests Next.js et que maintenant je fais npm run dev, ça va me lancer le serveur en local et ça va m'afficher cette page lorsque je le lance en localhost. Voilà. Enfin, lorsque je lance le serveur en local. Donc maintenant, on va passer sur la partie ajouter React à un projet existant. Donc ça, c'est pour toi si tu souhaites ajouter du coup de l'interactivité à ton site ou que tu souhaites juste ajouter du React. Donc si vous souhaitez apporter de l'interactivité à votre projet existant, vous n'aurez pas besoin de le réécrire entièrement en React. Ajoutez simplement React à votre pile technologie existante et affichez des composants React interactifs où vous le souhaitez. Alors là, la remarque qu'ils font est que tu auras besoin de Node.js pour développer en local parce que en fait, la plupart des outils JavaScript que tu vas utiliser en développement souvent nécessitent Node.js. Donc si tu veux utiliser React pour une portion entière de ton site web, tu peux faire ça sur euh, ben, toutes les routes commençant par /SOMApp de ton site example.com. Ça c'est juste un exemple, mais en gros, tu vas devoir tout d'abord construire l'application en React normalement. Ensuite, tu vas devoir faire la configuration de ton framework que tu utilises, donc Next.js ou Gatsby, pour dire que le dossier SOMApp contient justement en fait, ou plutôt est le chemin de base pour pour le React, pour l'application React. Donc ils ont mis un lien directement pour comment est-ce qu'on fait ça en Next.js. On ne veut pas utiliser le page router mais le app router. Et en fait en Next.js tu fais ça avec le base pass. Le base pass te permet d'avoir un préfixe pour l'application en fait. Donc faire ce qui est dit là, c'est-à-dire utiliser, utiliser une route qui commence par SOMApp dans cet exemple-là. Et enfin, la troisième étape, ça va être de configurer votre serveur ou un proxy de manière à ce que toutes les requêtes sous /SOMApp soient traitées par votre application React. En fait, ça garantira que la partie React de ton application peut bénéficier de tout un tas de bonnes pratiques intégrées à ces frameworks. Voilà, donc en résumé, il faut juste
faire une configuration avec Next.js et le module.export avec la propriété base pass. Maintenant, si tu veux utiliser React pour une seule partie de ta page, alors tu vas d'abord devoir mettre en place un environnement JavaScript qui te permet d'utiliser la syntaxe JSX, de diviser ton code en modules avec la syntaxe import-export, ainsi que d'utiliser des packages provenant du référentiel de module npm. Et enfin, la deuxième étape va être d'afficher tes composants React là où tu veux. Et pour mettre en place ton environnement JavaScript, en fait, tu vas devoir utiliser un bundler. Donc, par exemple, un bundler, ça va être Babel. Et en fait, cet environnement JavaScript modulaire va te permettre d'écrire des composants React dans des fichiers individuels, donc en JavaScript, plutôt que d'écrire tout le code dans un seul fichier. Donc en fait, au lieu d'avoir un seul fichier pour ton React, tu vas pouvoir avoir plusieurs fichiers différents. Parce que, en fait, l'environnement que tu auras mis en place va lui-même réunir tous les fichiers en fait de tes fichiers séparés en un seul fichier. Pour cela, tu peux utiliser Babel euh, et, euh, et utiliser les pré-réglages de Babel pour faire du React. Donc ils ont mis un lien juste là. Et ça, c'est dans le cas où ton application est déjà divisée en fichiers qui utilisent des déclarations import. Donc dans le cas où tu as déjà une configuration existante. Si tu n'as pas de configuration existante, pour la compilation de tes modules JavaScript, donc pour le bundling, tu vas vouloir utiliser Vite, parce que Vite c'est plutôt pratique en fait pour faire ce genre de choses, et ça a été très simplifié pour éviter que tu aies trop de problèmes avec, et que tu perdes aussi trop de temps lors de la configuration. Et le truc qui est cool avec Vite, c'est que il y a déjà plusieurs intégrations avec des frameworks back-end, donc tu vas pouvoir fusionner ton site avec React assez facilement grâce à Vite, si tu n'as pas déjà de configuration de base. Et ensuite, ça te dit que si tu veux vérifier que la configuration fonctionne, il faut que tu exécutes la fonction npm install react et react DOM, puis ensuite que tu ajoutes ces lignes en haut du fichier JavaScript principal qui s'appelle notamment souvent index.js ou main.js. Donc en fait, c'est juste t'importes create route de react DOM. Ensuite, tu définis le body, le body de ton site par cette chaîne de caractères, c'est-à-dire une div qui a pour idée app. Et ensuite, tu appelles la fonction create route en passant en paramètre ce que te retourne document.getElementById de app et cette variable. Tu vas ensuite appeler la fonction render en passant tes composants JSX que tu vas afficher. Et c'est censé t'afficher du coup bonjour le monde dans ce cas-là. Et ça dit aussi que si tout ton contenu a été remplacé par bonjour le monde, c'est que tout fonctionne. Comme tu ne veux pas que en fait, ton application reste comme ça, tu peux maintenant supprimer juste les 4 lignes de code que tu as créées et maintenant faire en sorte que ton application React s'intègre à ton site. Et pour cela, tu vas devoir mettre un ID à une balise HTML de ton choix, puis faire basiquement la même chose, mais au lieu de faire document.getElementById de app, tu vas vouloir faire getElementById de la balise, de ta balise que tu as créée, avec le même ID que tu as mis dans l'attribut ID ici. Voilà, et comme ça tu intègres React à ta page qui contient déjà du HTML et du JavaScript. Et ils disent que lorsque tu arriveras à un point où toute ta page est construite en React, il vaut mieux utiliser un framework React. Il est recommandé de migrer vers un framework React pour tirer le meilleur parti de React. Maintenant on passe à la section configuration de l'éditeur. Donc un éditeur correctement configuré peut faciliter la lecture du code et accélérer son écriture. Il peut même vous aider à corriger les bugs dès que vous écrivez. Si c'est la première fois que vous configurez un éditeur ou si vous cherchez à améliorer votre éditeur actuel, nous avons quelques recommandations. Donc ton éditeur de code, ça peut être VS Code, enfin c'est le plus connu, mais il en existe d'autres tels que WebStorm, Sublime Text ou Vim. Moi j'utilise personnellement VS Code, donc c'est là où je pourrais te donner le plus de détails. Donc dans cette section, on va voir comment formater le code automatiquement, mais aussi comment faire en sorte d'appliquer des règles de syntaxe à ton code. Déjà du coup pour coder en React, tu veux utiliser un éditeur de code, et le plus connu est VS Code. Donc pour l'installer, tu tapes VS Code, tu vas sur le site et tu cliques sur Download. Donc c'est bien d'avoir un éditeur de code basique, mais il vaut mieux l'améliorer en utilisant des linters et du formatage. Donc pour le linting, donc pour le linter, qui sont des analyseurs statiques, en fait ça va te permettre
de trouver des problèmes dans le code au moment où tu l'écris. Donc en fait, ça va te permettre de définir des règles dans ton application pour être sûr que au moment où tu écris le code, tu aies des erreurs qui apparaissent en fonction de comment tu l'as configuré. Et en fait, ça te permet d'éviter d'avoir à exécuter le code JavaScript pour voir les erreurs. Pour installer ESLint, qui est le plus populaire, tu peux utiliser ESLint config React App, qui va te permettre d'avoir une configuration ESLint pour React. Ensuite, la deuxième section, c'est le formatage. Et en fait, le formatage, ça va être lorsque lorsque tu codes, tu veux respecter des règles, par exemple un certain nombre d'espaces pour les tabulations, afin d'avoir en fait un code qui est uniforme et que si tu travailles en équipe, toute l'équipe a le même code. Donc l'extension le plus connu pour ça, c'est Prettier. Donc comme je l'ai dit, ça va te permettre de choisir des règles de syntaxe directement et pas des règles de code qui va te permettre de formater ton code. Donc Prettier, pour fonctionner, tu vas devoir installer l'extension Prettier. Donc tu tapes Prettier ici dans VS Code et tu auras cette extension pour formater ton code. Et ensuite, tu peux utiliser le formatage à la sauvegarde en allant dans tes paramètres. Donc tu vas dans Settings, ici, non, paramètres, tu tapes Format on Save, et là voilà, tu as cette case à cocher ici qui dit Format on Save pour formater automatiquement lorsque tu sauvegardes ton fichier. Et ça te permettra que si tu as un fichier par exemple ici, j'ai une application React de base en Next.js, tu vois, si je mets plus d'espace et que je sauvegarde, ça va automatiquement me remettre l'indentation à la configuration que j'ai choisie avec Prettier. Voilà. Maintenant, c'est bien d'utiliser du React de base, mais je pense qu'aujourd'hui, tu ne peux pas te passer du TypeScript. Donc on va voir comment est-ce qu'on utilise TypeScript dans un projet React. TypeScript est une solution populaire d'ajout de définition de type à des bases de code JavaScript. TypeScript prend nativement en charge JSX, et pour obtenir une prise en charge complexe de la version web de React, il suffit d'ajouter @type/react et @type/react.dom à ton projet. Donc en fait faire ça, ça va permettre à React de comprendre par exemple les arguments que tu passes, les props que tu passes à tes composants et d'avoir un JavaScript typé, donc d'avoir du React en fait qui est typé. Donc pour installer TypeScript, si tu fais du Next.js, tu as juste à cocher oui dans la configuration. Pour les autres, je sais pas trop, mais dans tous les cas, avec Next.js, tu peux l'avoir de base TypeScript, sans avoir besoin de te prendre la tête. Cependant, si tu veux ajouter TypeScript à un projet React qui est déjà créé, quoi, tu vas vouloir utiliser la commande npm install types @react et types@react.dom. Et en plus de cette commande, tu dois définir un fichier qui s'appelle tsconfig.json. Donc si je reprends mon projet Next.js de base, donc c'est juste un projet Next.js sans rien, et que je vais dans le fichier ts.config.json, tu peux voir que j'ai déjà tout ça qui est défini, qui me permet justement de définir les règles de TypeScript qui vont être exécutées pour le TypeScript. Et pour faire cette configuration, tu dois avoir, alors toi de base ton fichier sera vide du coup, mais tu dois avoir DOM dans le lib, dans la propriété lib de ton compiler option. Donc vu que c'est du JSON, tu crées un premier objet. Ce premier objet contient une propriété compiler options qui lui-même devra contenir la propriété lib avec au minimum la chaîne de caractères DOM, enfin une liste avec la chaîne de caractères DOM. Donc c'est ce qu'ils disent dans la première étape. Et ensuite, la deuxième propriété que tu dois rajouter à ton fichier ts.config est la propriété JSX qui doit prendre une valeur, donc sans doute preserve, mais ça change en fonction de ce que tu veux faire. Donc tu peux cliquer sur le lien et voir qu'est-ce que tu dois mettre comme valeur en fonction de la configuration de ton projet. Donc maintenant on va passer à la section TypeScript pour les composants. Tous les fichiers contenant du JSX doivent utiliser l'extension .tsx. Il s'agit d'une extension spécifique à TypeScript qui lui indique que le fichier contient du JSX et qui du coup utilise TypeScript. Donc en fait, quand tu utilises TypeScript, tu fais des fichiers .tsx pour tes composants React. Et si tu fais pas du TypeScript, tu fais juste .jsx. Écrire du code React en TypeScript est très similaire à son écriture en JavaScript, à la différence principale que tu dois fournir en fait les types en plus. Donc là ils disent si on reprend le composant MyButton du guide démarrage rapide, nous pouvons ajouter un type qui décrit le title du bouton.
Donc, ils ont juste un composant myButton qui prend en props un title, donc un titre, et comme tu peux le voir, tu ajoutes, ça ici, ce qui te permet en fait d'ajouter du type à ton props, enfin à tes props. Et là, on dit que title sera une chaîne de caractères. Ça veut dire que si tu définis ici dans title autre chose qu'une chaîne de caractères, tu auras au préalable, avant même d'exécuter ton script, une erreur TypeScript. Enfin, avant même d'exécuter tes composants. Alors le problème avec la petite simulation ici qui est dans le site, c'est qu'en fait, TypeScript ne fonctionne pas. Donc je vais cliquer sur TypeScript Playground et me rendre ici dans l'application. Donc ça permettra directement de voir les erreurs de TypeScript. Donc si je mets, imagine, un nombre à la place d'une chaîne de caractères, ben, tu peux voir ici que TypeScript me souligne en rouge la propriété title de myButton et me dit type number is not assignable to type string. Donc littéralement, on ne peut pas assigner un nombre à une chaîne de caractères. Alors, le problème avec la syntaxe en ligne, c'est-à-dire de faire cette forme-là, est que si tu as beaucoup de props, ça va devenir compliqué à lire. Donc pour cela, tu veux définir un type ou une interface en TypeScript et la passer à la place de l'objet du coup qui définissait le type. Donc ça se fait de cette forme-là. Tu dis interface myButtonProps, tu définis tous tes types de tes props, puis tu passes cette variable myButtonProps ici après les deux points finalement euh, de ton, euh, de ton argument à la fonction myButton. Donc si tu connais pas TypeScript, tu peux aller sur la documentation pour essayer d'apprendre un petit peu comment ça fonctionne dans documentation, get started. Maintenant que ton projet est en TypeScript, tu veux aussi faire en sorte que tes hooks soient typés. Donc là, ils disent que les définitions de type dans type/react incluent le typage des hooks fournis par React que tu peux utiliser sans configuration supplémentaire. Les types sont conçus pour s'appuyer sur le code que vous écrivez. Vous bénéficierez donc la plupart du temps de l'inférence de type, de sorte que vous ne devriez pas avoir à leur fournir des types sur mesure. Donc l'inférence de type. Donc l'inférence de type, quand je clique sur la documentation, on peut voir que, par exemple, quand tu définis une chaîne de caractères avec un rhino, un éléphant et un snake, tu peux, enfin le type zo, donc la variable zo, est de type une array, donc une liste de un rhinocéros, un éléphant ou un snake. Et grâce à ça, en fait, tu vas pouvoir faire des composants typés, enfin tu vas pouvoir correctement typer tes hooks en React. Donc le hook useState réutilise la valeur initiale que vous lui passez pour déterminer le type attendu pour la variable d'état. Par exemple, le code suivant attribuera le type boolean à enabled. Donc ça veut dire qu'en mettant useState de false dans ton hook, enabled aura comme type boolean, parce que false est un booléen. Cependant, tu peux choisir de typer explicitement ton useState en utilisant cette syntaxe, useState entre, entre chevrons boolean, pour dire que ton useState ne prend que un booléen. Donc là, ils disent que dans ce cas précis, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais que tu peux faire ça avec par exemple un statut. Donc tu dis que ton useState est de type statut, et statut est un type que tu as défini juste au-dessus par exemple, qui dit que c'est soit la chaîne de caractères idle, soit loading, soit success, soit error. Comme ça, si tu fais cette status de euh, une chaîne de caractères qui a une autre valeur que ces quatre valeurs, alors ça te mettra une erreur de TypeScript. Par contre, pour faire ce genre de choses, tu vas pas vouloir le faire sous cette forme-là, tu vas plutôt vouloir utiliser un objet qui a une propriété statut et la chaîne de caractères qui est correcte, parce qu'en fait, comme c'est dit là, ou alors, comme conseillé dans le principe de structuration d'état, vous pouvez grouper des éléments d'état étroitement liés dans un objet et en décrire les différentes configurations via une union discriminante. Donc en gros, tu fais la même chose, sauf que au lieu d'avoir une chaîne de caractères, tu auras un objet qui contiendra le statut dans la propriété status. Et en fait, faire cette syntaxe-là te permettra en plus de rajouter des propriétés lorsque ton statut, par exemple, est success, ou lorsque ton statut, par exemple, est error. Donc maintenant, on va passer au type pour le useReducer. Donc pour ce hook, tu vas devoir passer un état, donc un state, et pour ce hook, tu vas devoir passer un type. Dans l'exemple ici, c'est le state, et le state sera un objet
qui décrit la forme de l'état pour le réduceur. Maintenant, pour typer la fonction du réduceur, tu vas vouloir créer un nouveau type, à savoir le type de l'action. Donc en fait, ton réduceur prend deux paramètres, l'état puis l'action. Donc l'état, ça va juste être le type qu'on a vu juste avant, c'est-à-dire state. Et pour l'action, par contre, tu vas vouloir définir un nouveau type dans notre exemple qui est counteraction et qui va contenir et qui va décrire les différentes actions susceptibles d'être dispatchées auprès du réduceur. Donc par exemple, si je vais là, si je vais dans l'exemple toujours, tu peux voir que on a ici le type de l'action qui sera soit un objet avec comme type la chaîne de caractères reset, soit un objet avec comme type setCount et qui aura en plus la propriété value qui aura le même type que le type state de la propriété count, donc c'est-à-dire un number. Pour le use context, tu veux définir le type dans le create context, donc tu mets des chevrons après le create context pour définir le type de la variable que tu veux de ton contexte. Et alors la particularité des contextes, c'est que en fait des fois tu veux définir de base la valeur de ton contexte à nul, et du coup tu auras un type qui sera par exemple context shape ou nul. Mais toi tu veux faire en sorte que le type dans ton contexte soit uniquement context shape. Donc pour faire en sorte d'éliminer ce, ce type nul qui sera en plus dans ton contexte, tu veux utiliser un custom hooks, donc ça c'est une fonctionnalité avancée de React, et en fait ce custom hook va faire en sorte d'utiliser ton contexte, de retourner une erreur si l'objet, enfin si la variable du contexte n'est pas définie, et de retourner cette variable. Comme ça en fait ça va te permettre d'enlever le nul à ton contexte. Donc comme tu peux le voir, tu vas avoir un truc similaire à ça. Donc tu crées ton contexte avec create context, qui sera complex object ou nul. Ensuite tu définis un custom hooks que tu vas appeler par exemple useGetComplexObject, qui utilise le contexte que tu as créé, donc contexte, ici, qui récupère la valeur object, et qui dit si l'objet du coup n'est pas défini, je retourne une erreur, pour faire en sorte que l'objet retourné n'ait pas de propriété nulle, enfin n'ait pas de la valeur nulle. Maintenant pour le hook useMemo, en fait son type est inféré à partir du type du résultat, donc le visible to do sera juste le résultat de ça. Pour le useCallback, tu peux aussi faire en sorte de pas le typer parce que le type va être inféré en fonction du résultat de ta fonction du callback. Mais si tu es en mode strict, tu dois mettre des chevrons suivis du type de ta fonction que tu as défini dans ton callback, dans ton use callback. Donc maintenant, pour les types utiles, donc c'est-à-dire React fournit en fait beaucoup de types, et donc ça va peut-être te paraître un peu complexe au début à utiliser, mais au fil du temps tu t'y habitueras. Ces types sont définis ici dans le fichier, dans ce fichier-là, et comme tu peux voir, du coup, il y a pas mal de types. Mais voici les plus courants. Donc tout d'abord, les événements DOM. Lorsque vous travaillez avec des événements DOM en React, le type de l'événement peut souvent être inféré sur la base du gestionnaire d'événements. Cependant, si vous souhaitez extraire la fonction qui sera passée comme gestionnaire, vous devez typer l'événement explicitement. Donc quand ça dit inféré, c'est qu'en fait, ça va automatiquement créer un type à partir du résultat de la fonction ou de la variable que tu passes en paramètre. Donc par exemple là, le useState, le type de value est inféré parce qu'on n'a pas défini explicitement le type string ici. Par contre, si du coup je définis le type string, c'est plus inféré, c'est moi qui l'ai défini. Donc comme tu peux le voir ici, il y a un nouveau type. Dans la fonction handleChange, il y a le type react.changeEvent de HTML input element. Et ce type, du coup, tu vas être souvent amené à l'utiliser si tu fais du TypeScript parce que tu auras souvent des handlers dans ton code. Donc tu veux utiliser, donc dans tes handlers justement, tu veux utiliser la fonction changeEvent pour les inputs notamment. Mais souvent ça peut être assez compliqué de déterminer le type que tu dois utiliser justement ici. Donc ce que tu peux faire, c'est pas mettre, pas mettre de type et regarder avec les infobulles, donc lorsque tu survoles ton code avec la souris, de regarder à quel type ça correspond. Pour passer des enfants à tes composants, tu peux le faire de deux manières. La première, ça consiste à utiliser le type react.reactNode, qui est une union de tous les types d'enfants disponibles dans le JSX. Donc en fait, tu fais children. Children, ça te permet de passer des enfants en fait à ton composant, qui est de type react.reactNode. Donc c'est une définition très large pour les enfants.
Et la seconde méthode consiste à utiliser le type React.ReactElement qui ne permet de passer que des éléments JSX et pas des nœuds primitifs tels que des chaînes de caractères ou des nombres. Donc en fait, React Node, tu peux juste passer des chaînes de caractères ou des nombres en tant qu'enfant, ça va le considérer comme valide. Par contre, pour React Elements, tu ne peux pas passer ces chaînes de caractères. Là, ils disent en plus que tu ne peux pas utiliser TypeScript pour restreindre le type de tes enfants à certains éléments JSX spécifiques. Donc tu peux pas faire en sorte que tu passes une balise li à tes enfants. Maintenant pour les props de style, lorsque vous utilisez des styles en ligne dans React, vous pouvez utiliser react.cssProperties pour typer l'objet passé à la props style. Ce type regroupe toutes les propriétés CSS possibles. C'est une bonne façon de vous assurer que vous ne passez que la propriété CSS valide à votre propre style. Donc voici l'exemple. Voilà, donc ça c'était pour la partie TypeScript. Donc là ils te mettent quelques références supplémentaires, donc le handbook de TypeScript, donc la documentation TypeScript, les notes de version TypeScript, pour voir ce qui change entre les versions, l'anti-sèche React TypeScript, qui est une anti-sèche synthétique, donc en gros ça te résume le TypeScript, et le forum communautaire de TypeScript. Maintenant on va passer à la partie outils de développement en React. Donc quand tu développes en React, tu vas vouloir utiliser des outils de développement pour inspecter tes composants, modifier les props et les états, et identifier des problèmes de performance. Pour cela, tu peux utiliser une extension de navigateur qui s'appelle React Developer Tool. Donc React Dev, tu tapes ça, React Dev Tool, et tu vas sur le site Chrome Web Store, donc le site pour installer des extensions, et tu cliques sur installer. Moi je l'ai déjà, comme tu peux le voir, elle est ici. Et quand tu auras une page qui est en React, ça va juste mettre This page is using the production build of React, donc ça veut dire que cette page utilise React. Et pour l'utiliser, tu vas vouloir ouvrir l'inspecteur de ton navigateur, cliquer sur les deux chevrons, et tu peux voir que tu as deux nouvelles catégories ici qui s'appellent Components et Profiler. Donc la plus intéressante c'est Component parce qu'en fait tu peux voir tous les composants dans ton application et directement les états de tes composants. Alors là, l'application c'est en React, donc je connais pas trop les composants, mais dans ton application, du coup, tu pourras voir et débugger les états de tes composants, ainsi que les props et du coup les hooks que le composant utilise. Tu peux aussi sélectionner directement un élément en faisant le petit sélecteur ici, c'est comme du HTML, sauf que ça va te sélectionner l'élément React. Voilà, donc ça c'était pour la présentation de l'extension. Ils disent juste que pour les autres navigateurs, tu dois installer le paquet React DevTool et l'ouvrir avec la fonction React DevTools. Et qu'en plus de ça, tu dois utiliser le script localhost 8097 pour réussir à faire ton DevTool. Donc maintenant, on va passer à la dernière section qui est React Compiler, qui va montrer du coup le nouveau compiler de React. Alors, cette partie de la documentation est toujours en cours de construction, ça veut dire qu'il y aura sûrement des choses qui vont changer quand tu regarderas la vidéo. Mais voici ce qu'ils disent par rapport au compiler React. Donc, cette page te donnera des informations à propos de la nouvelle fonctionnalité expérimentale de React qui est le compilateur React. Donc attention, c'est toujours expérimental, donc ça veut dire qu'il n'est pas encore tout à fait stable, mais c'est parti. Donc là, la remarque est que le React Compiler est toujours expérimental et n'est pas tout à fait stable, c'est-à-dire qu'il n'est pas prêt pour la production. Et le compilateur vient avec la version 19 de React, donc il faut absolument que tu mettes à jour React en version 19 lorsque tu voudras utiliser, enfin 19 ou plus, lorsque tu voudras utiliser le compilateur React. Le but du compilateur est d'automatiquement optimiser ton application React. Donc en fait, ça veut dire que tu vas plus besoin d'avoir à utiliser la fonction memo et le hook useMemo dans tes applications parce que ça va le faire automatiquement et ça ne va pas réafficher les composants qui n'ont pas de valeur changée. Et en fait, finalement, ça va un peu modifier la façon dont les composants sont affichés parce que au lieu d'afficher tous les composants enfants à un composant dont l'état a été changé, ça va juste modifier tous les composants dont les props uniquement ont été changés. Donc c'est ce qui est dit là. React Compiler automatically memorize your code, donc en fait ça va mémoriser tout ton code automatiquement pour que tu n'aies pas utilisé le useMemo, le memo ou même le useCallback. J'ai oublié le useCallback tout à l'heure. Donc en fait ça va permettre à ton application d'éviter des
de recalculer les parties de ton application qui n'ont pas changé, et donc d'optimiser le travail fait par ton application, donc éviter que ça lag trop. Donc d'optimiser plutôt les performances. Donc voilà, donc là ils disent quel est le type de mémorisation que le React Compiler ajoute. Donc la première partie c'est éviter la cascade de re-rendering. Donc en fait, comme je l'ai dit juste avant, réafficher un composant parent va causer de réafficher tous les composants enfants dans l'arborescence, même si uniquement le composant parent a changé et pas ses enfants. Donc ça va skip ce re-rendering, cette cascade de re-render et réafficher uniquement le composant parent qui a été modifié. Et ensuite, ça va aussi éviter les calculations, les expensive calculations, donc les calculations qui sont coûteuses en dehors de React. Et en plus de ça, du coup, ça va optimiser les re-renders, donc les réaffichages. Donc comme dit là, c'est finalement un résumé de tout ça. In its current implementation, when a component states change, React will re-render that component and all of its children. Donc ça va re-rendre tous les composants et ses enfants lorsque un état change, lorsque l'état change d'un composant, à part si on a utilisé useMemo, useCallback ou Memo, alors que maintenant, ça va automatiquement appliquer la mémoisation pour faire en sorte que uniquement les composants qui ont un état qui est changé sont réaffichés. Donc pour voir si tu peux utiliser ce compiler, tu dois utiliser la fonction npx react compiler else check @latest pour voir si tu peux utiliser ce compilateur. Parce qu'en fait, il existe quelques librairies qui peuvent être incompatibles avec le compilateur. Ensuite, tu peux utiliser un plugin ESLint euh, avec ESLint plugin React Compiler. Et si tu es avec Next.js, tu peux utiliser Babel plugin React Compiler pour utiliser le compilateur React. Tu dois juste faire en sorte aussi de configurer, donc d'exécuter cette commande et de configurer dans la configuration Next.js expérimentale React Compiler à true. Voilà, donc ensuite ils disent toutes les configurations possibles pour utiliser le compiler, donc ça je te laisse te regarder parce que moi je m'y connais pas assez dans les autres frameworks pour t'aider sur ça. Et voilà, donc ça c'était pour la partie compilateur, donc c'est encore une fonctionnalité très récente qui marche apparemment pas à 100%, et tu peux la tester si tu veux, ça peut être marrant. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais aller dans la section d'écrire l'UI pour te guider pour faire du React.